Bonjour tout le monde, bienvenue sur For Hope and Freedom, notre podcast où on discute des sujets de société, de notre expérience personnelle afin de vous aider à vivre une vie authentique et garder l'espérance en Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre série sur la contraception avec une session de questions et réponses avec Vanessa. Merci Vanessa encore pour ta présence. Merci de répondre à nos questions et aux questions de nos auditeurs. De rien, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous avons reçu beaucoup de questions via différents réseaux. Nous vous remercions pour votre participation. Et nous allons procéder de la méthode suivante. Nous n'allons pas répondre aux questions auxquelles Vanessa a répondu lors de l'émission précédente, mais nous allons venir poser des questions qu'on n'a pas abordées du tout lors du précédent podcast. Alors, je commence par la première question, qui est de savoir, est-il possible de ne pas du tout utiliser de contraception et prier Dieu et qu'il fasse selon sa volonté et ainsi on pourra planifier notre vie sans contraception. Question intéressante. Je pense que ma réponse est non. Et pourquoi je dis cela? Parce que je pense que le Seigneur nous a dotés de sagesse. Il nous a dotés d'une certaine autonomie. Il nous a dotés d'une certaine indépendance en fait. Et il ne s'agit pas juste de s'asseoir en fait et de prier Dieu de prendre contrôle de toute situation, mais il s'agit aussi d'utiliser cette sagesse-là qu'il nous a donnée au travers des avancées médicales, etc. Pour bien des choses de notre vie, nous ne nous couchons pas et disons Seigneur, si tu as envie que je mange, fais que je sois nourrie, par exemple. Pas bien, je veux dire, il y a beaucoup de trucs dans notre vie. Nous ne disons pas Seigneur, si tu as envie que je travaille, fais qu'un travail vienne me trouver sans que je lui envoie des CV par exemple. Et donc je pense que ça serait un peu simpliste de se dire qu'on peut tout simplement prier, bon Seigneur, je prie que j'aurai juste 2 enfants, sans contraception, juste par la prière. Je pense que non, le Seigneur nous a donné une certaine autonomie et nous devons utiliser la sagesse qu'il a mis à notre disposition. Ok. Nous avons une série de questions sur la pilule. Comme tu t'en doutes, c'est le sujet qui a cristallisé toutes les attentions. Je vais commencer par te poser une qui est de savoir est-ce que la prise de poids liée à l'utilisation de la pilule est systématique et comment l'éviter. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais d'abord revenir sur la pilule. Donc, dans la pilule, dans les méthodes hormonales, on a la pilule, on a le patch, on a le Nuvaring, qui est la non. Je les mets dans le même groupe, juste de la même façon. La prise de poids est systématique. Non, elle n'est pas systématique. D'ailleurs, même différentes études donnent différents résultats en fait. En ce qui concerne, est-ce qu'il y a vraiment pris de poids? Quand on regarde l'évolution de la pilule au fur et à mesure des années, donc vous avez peut-être entendu parler de pilule de première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. Il s'agit en fait tout simplement de comment la pilule a évolué et des différents dosages qu'elle avait. Donc par exemple, la pilule de première génération, qui je ne sais pas le cas en France, mais qui en Angleterre, on l'utilise pratiquement plus du tout. C'était une pilule qui avait une dose très élevée d'une hormone qu'on appelle l'œstrogène. Et effectivement, les effets secondaires étaient la prise de poids, retention d'eau et ce qui va avec. Les pilules d'aujourd'hui, les doses sont beaucoup plus basses que celles d'avant. Et la prise de poids est même un effet doutable en fait, dont on peut douter en fait. La raison pour laquelle c'est compliqué de dire vraiment si le poids est systématiquement lié à la pilule, c'est parce qu'il y a aussi des effets qu'on appelle confounding factors. Vous allez m'excuser, je ne sais pas comment dire ça en français, mais par exemple, au fur et à mesure que l'âge avance, il y a une prise de poids. C'est-à-dire, on dit que tu prends 0,5 kg en moyenne chaque année ou quelque chose comme ça, au fur et à mesure que la femme prend de l'âge et la prise de poids. Donc ça, c'est un facteur qui peut
aussi, n'est-ce pas, poser un peu une incertitude en fait. Est-ce que je prends le poids parce que je prends de l'âge ou est-ce que je prends le poids parce que je suis sous pilule? Donc généralement, combinaison de facteurs, l'âge, peut-être le manque d'activité, peut-être une maladie et tout ce qui va avec, qui fait que certaines expérimentent la prise de poids. Mais cette prise de poids n'est pas systématique et c'est la raison pour laquelle généralement, autant de femmes tu as qui prennent la pilule, autant d'expériences tu auras en fait. Certains qui te diront, je n'ai jamais pris de poids, certains qui te diront, j'ai pris du poids. Et quand il y a prise de poids, c'est dû à l'effet de l'œstrogène sur les cellules graisseuses. Mais comme j'ai dit, les pilules d'aujourd'hui ont une dose d'œstrogène assez basse comparée aux pilules de première génération. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Ça répond très précisément à la question. Et justement, de manière plus générale, quels sont les effets sur le long terme de la pilule? La question se pose vraiment parce que, en France, je ne sais pas si c'est ailleurs dans le monde, je pense, il y a eu quelques scandales sanitaires sur la pilule. On avait une information qui disait qu'une étude confirmait le risque de thrombose veineuse suite à la prise de pilule, je crois, de 3e génération. Et ça rend les femmes un peu frileuses sur la prise de la pilule. Qu'est-ce que on sait de confiner et de sur les effets à long terme? Donc, parmi les risques associés à la pilule, c'est vrai qu'il y a le risque théorique de thrombose. Et ce, depuis les de première génération, 2e génération, 3e, 4e. C'est vrai que... C'est quoi la thrombose? Si tu peux nous rappeler? Alors, la thrombose, c'est, n'est-ce pas, quand un caillot sanguin est formé dans le système de l'eau et qu'il, n'est-ce pas, bouche cette veine. Il peut être transporté jusqu'au poumon et créer ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Donc, l'embolie pulmonaire et on a en anglais on dit different thrombosis, donc la thrombose veineuse, je pense. Oui, c'est ça, c'est la thrombose. Et comme je disais par rapport au risque de thrombose, le risque de thrombose a toujours été présent, que ce soit première, deuxième, troisième ou quatrième génération. Il est vrai que les études montrent que le risque de thrombose serait un peu plus élevé dans les pilules de troisième, quatrième génération comparé aux pilules d'antan. Je pense qu'il est très important de mettre les choses en perspective. Parce que très généralement, quand on voit les headlines, les articles, les journaux, c'est « Ah, la pilule cause la thrombose ». Et il faut, je pense, mettre des perspectives. Et donc, juste rapidement, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai en tête. Par exemple, une femme en santé, comme toi et moi, qui n'est pas sous pilule, ok, qui se porte bien, sur 10 000 femmes chaque année, il y a 2 femmes qui développent une thrombose. C'est-à-dire sans être sous pilule. 10 000 femmes chaque année. Donc, je tiens à préciser que ça, ce sont les chiffres d'Angleterre, mais je suis sûre que les chiffres seront assez similaires en France ou ailleurs, vu que la société est un peu similaire sur ce plan-là. Maintenant, prendre la pilule, vous aurez peut-être pu dire, oh, ça augmente le risque, ça multiplie le risque soit par 3, soit par 5, soit par 4. Et si on ne met pas ce risque en perspective, ça a l'air énorme. Oh là là, la pilule multiplie le risque de thrombose par 5. Ça a l'air beaucoup. Mais quand tu te rends compte, sur 10 000, on a multiplié par 5 et quand on retrouve avec 10 sur 10 000, en perspective, c'est quand même toujours un petit risque. Est-ce que vous direz la même chose des risques sur les cancers hormonaux, les cancers liés au déficit ou à une accrudescence des hormones? Je pense au cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer de la prostate, ce genre de cancer. Je peux partager des extraits d'un livre que je lisais en préparation de cette émission où on parle d'un risque. En fait, on constate que le nombre de cancers, donc
liées aux hormones a augmenté au cours du temps avec la prise de la pilule. Et là, j'ai peur de me noyer dans le jargon médical, c'est que les œstrogènes qu'on prend, qui sont inoculés par les pilules, ne correspondent pas toujours au dosage naturel. Bref, c'était quelque chose en fait avec un dosage des hormones. Est-ce que tu penses aussi que la même explication pour le risque de thrombose vaudrait pour le risque de cancer? Alors, ta question est un peu... il y a beaucoup d'éléments, mais je vais essayer de répondre en ce qui concerne le risque de cancer. C'est vrai que les chiffres pour la thrombose, parce que les études que j'ai eu à lire pour ces chiffres-là, pour le risque du cancer du sein notamment, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la pilule, particulièrement la pilule combinée, c'est-à-dire celle à base d'oestrogène et de progestérone, donc d'éléments clés pour l'estrogène, certaines études montrent que effectivement elle pourrait légèrement augmenter le risque du cancer du sein. Les études n'ont pas montré qu'elle augmente le risque du cancer de l'ovaire ou de l'utérus. Au contraire, les études ont montré que, if anything, elle diminue légèrement ce risque, c'est-à-dire protective pour l'ovaire et l'utérus, mais augmente le risque du cancer du sein. Parce que très souvent dans les médias, on dit juste que ça augmente le risque du cancer du sein, mais on ne dit pas que, en fait, en ce qui concerne l'utérus et l'ovaire, on ne parle pas d'augmentation. On parle même de potentielle réduction. Donc, c'est quelque chose dont il faut être conscient qu'il y a ce risque-là et qu'il y a cette incertitude-là du fait qu'on n'a pas encore tous les éléments nécessaires pour quantifier à quel point, en fait, quelle est la grandeur de ce risque. Mais pour le moment, on pense que c'est un petit risque. C'est-à-dire le risque minimal. Le risque est présent, mais le risque est minimal. Et c'est vrai, au fur et à mesure des années, on a vu que peut-être le risque du cancer du sein a augmenté, mais encore on revient aux confounding factors. Est-ce que ces femmes fument? Est-ce que ces femmes ne fument pas? Est-ce qu'elles ont d'autres risques en fait? Parce que le cancer du sein a plusieurs facteurs à risque. Et très souvent, c'est une combinaison de risques qui n'est-ce pas, amène au risque familial, le risque génétique, n'est-ce pas? Le risque en fonction de comment mettre sa vie sociale, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on fait du sport, ce genre de trucs. Ce qui fait que quand on lit les études, tous les articles, c'est toujours très important de regarder vraiment la population et d'étudier quelle est-elle en fait. Est-ce qu'il y a plus de confounding factors? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on a pu isoler tous les autres facteurs qui peuvent traiter à confusion non plus? Et c'est pas toujours aussi facile de le faire. C'est pour ça que ça prendra probablement des années et des années avant qu'on obtienne une réponse finale. Et c'est ça, la médecine, la science, elle évolue. Chaque jour on apprend et chaque jour on réajuste son opinion. Donc je vais essayer de titiller un peu, mais tu veux dire en gros que celles qui prennent la pilule aujourd'hui vont servir de texte pour les conclusions dans 15, 30 ans pour savoir si effectivement ça causait le cancer ou pas. Je ne dis pas qu'elles vont servir de test, je dis juste que au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, on sait qu'il y a un risque, que certaines études ont effectivement montré qu'il y a un risque potentiel de causer un cancer, mais il n'y a pas de données forcément définitives en termes de pourcentage. C'est dire que les filles qui prennent la pilule aujourd'hui, c'est tout ce qu'on fait. Même aujourd'hui, tu peux être en train de consommer quelque chose et dans 10 ans, on se rend compte que, en fait, ça fait un problème. Et je vais prendre l'exemple du défrisant sans vouloir laisser. Les défrisants que nous tous, aujourd'hui, il y a des études qui montrent que peut-être ça crée les fibromes. Peut-être que c'est un facteur à risque des fibromes. Est-ce que les défrisants étaient pour servir de test? Je ne dirais pas ça. Tout à fait. Ok, je comprends l'essayer de continuer d'avancer. Il y a une question qui est de savoir est-ce que les grossesses gémellaires se produisent plus fréquemment après l'utilisation de la pilule? Oui.
pas systématiquement, je suis pas en train de mettre pour avoir les jumeaux. Je préfère. Non, il faut nous dire clairement les choses, voilà. Elle avoir les jumeaux, elle et les jumeaux, là, qu'elle sache déjà avec elle qu'on a pour rien. Et non, c'est pour nous. Il reste pas avoir les jumeaux, mais il peut, il y a des instances où, après qu'on a été stérile pendant un bon bout de temps, quand on arrête, il y a ce qu'on appelle superovulation en fait, et que peut-être tu ovules 2 ovules, ce qui est possible, et donc s'il y a 2 ovules et que les 2 ovules sont fécondés, on aura une grossesse gémellaire. D'accord. Okay. Ensuite, on a une série de questions sur le stérilet, à savoir, faut-il avoir déjà eu des enfants pour le stérilet? Il y a d'autres personnes qui ont demandé, faut-il déjà avoir eu des rapports sexuels pour pouvoir mettre le stérilet? Est-ce que son action est moins néfaste que la pilule? Quel type de stérilet est-ce que tu recommanderais? Quelle est la différence ou le plus entre le stérilet à cuivre et le stérilet en? Ok, est-ce que tu peux répondre comment est-ce que le stérilet fonctionne et est-ce qu'on peut mettre si on n'a pas encore eu d'enfant? C'est ça, un peu ça. Ok, comme je pense qu'on en avait parlé dans le podcast précédent, on a mentionné le stérilet hormonal et le stérilet à cuivre. Un mécanisme d'action, c'est le fait que ça crée une réaction inflammatoire, ça crée un environnement hostile qui empêche l'implantation de l'embryon. La deuxième question, est-ce que on peut mettre le stérilet si on n'a pas encore des enfants? C'est oui. On peut avoir un stérilet si on n'a pas encore des enfants. La question concernant est-ce que les effets sont moins néfastes? En fonction du type de stérilet, donc si je prends par exemple le stérilet hormonal, la dose du stérilet hormonal est beaucoup plus basse que la dose qui est contenue dans la pilule. Et donc, très souvent, les femmes reportent qu'elles expérimentent moins de symptômes systémiques, c'est-à-dire que ce soit les sauts d'humeur, que ce soit des migraines, ou même quand elles prennent de poids, moins de symptômes sont expérimentés parce que la dose est plus petite, vu que ce stérilet a une autre façon de fonctionner. Et une soeur aussi a demandé si c'était possible de mettre un stérilet si on n'avait pas encore eu de rapport sexuel ou est-ce qu'il fallait déjà en avoir eu pour pouvoir mettre un stérilet? Oui, c'est possible de mettre un stérilet si on n'a pas encore eu de rapport sexuel. Je tiens à préciser que la pose d'un stérilet doit dépendre aussi du background et de l'assessment que votre médecin aura fait. En fait. Donc, il y a des femmes qui ont peut-être une forme d'utérus un peu tirée. Donc, il y a des côtés techniques qui peuvent rendre la chose difficile. Pour faire des enfants avant ou pas. Donc, ça sera avec le médecin que ça se verra, mais en principe, que ce soit pas d'enfants dans le passé, que ce soit pas de relations sexuelles avant, c'est possible d'avoir un stérilet. Ok. Et on va passer aux questions sur le préservatif. Je crois que c'est une question qui était de savoir pourquoi est-ce que les médecins aujourd'hui ne parlent quasiment plus du préservatif comme moyen de contraception quand on les consulte et nous oriente plus facilement vers la pilule ou les implants contraceptifs. Question intéressante. Je pense que ça dépend dans ma pratique et dans ce que je vois faire. J'estime que nous parlons toujours des préservatifs, peut-être pas assez. Et c'est certainement parce que on sait que beaucoup de couples trouvent que c'est un moyen qui demande beaucoup de self-control, qui demande beaucoup de discipline. Et généralement, par exemple, quand des personnes sont dans des relations à long terme, et dans notre cadre chrétien, dans le mariage, ce n'est pas le moyen de contraception auquel le couple pense d'emblée de jeu lui-même. Donc,
c'est aussi, je pense, à l'attente que nos patients ont en fait. Je ne sais pas si je suis un peu... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, je pense que c'est quelque part probablement une réponse aussi aux attentes et une réponse aussi à comment la société a évolué. Mais maintenant, si vous demandez mon avis concernant le fait, par exemple, si on sort du cadre non chrétien, des jeunes filles qui ont décidé que bon, leur éthique, ils sont d'accord à avoir les rapports sexuels avant le mariage, j'avoue que je pense qu'on ne leur parle pas. Surtout que le préservatif n'a pas seulement la fonction de contraception, mais aussi de prévenir les maladies et les infections sexuellement transmissibles. J'ai aussi une autre question, je reviens, excuse-moi de revenir sur la pilule, mais une soeur a demandé, elle dit, on m'a conseillé la pilule à cause de mes règles douloureuses, mais j'ai une appréhension vis-à-vis de cette ordonnance. Quel est le lien entre pilule et règles douloureuses? Oui, très souvent, c'est vrai que la pilule, le premier objectif, c'est la contraception, mais dans le médecine, très, très souvent, pour pallier à différents problèmes gynécologiques, y compris les règles abondantes, on dit heavy periods, et les flows abondants. Et ça fonctionne, parce que ce que cette pilule fait, c'est qu'elle régule la production d'hormones, elle affine, it thins the endometrium, elle affine l'endomètre et ça contribue à réguler le flot, mais aussi même le douleur. Donc oui, c'est très souvent utilisé dans un cadre thérapeutique. Okay. Et dans ce cadre-là, c'est la pilule de dernière génération qu'on va lui recommander, c'est celle qui est la mieux dosée. Oui, en parlant de génération, je ne sais pas pour la France, mais en Angleterre, la première génération est passée, en fait, elles ne sont même plus sur le marché. Deuxième génération, peut-être qu'il y a encore une ou deux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc une génération passe. Ici en Angleterre, je ne pense pas qu'on utilise encore le de première génération ou de deuxième génération, donc nous sommes bref, on utilise le plus d'aujourd'hui. Je pense que c'est probablement le cas en France, mais ne pas dire à 100%. Ça va. Moi, je continue avec les questions. Quelle serait la meilleure contraception? C'est une question générale. Quelle est la contraception la moins nocive pour l'organisme de... Ok. Donc déjà, je tiens à préciser que toutes les discussions qu'on a initiées jusqu'aujourd'hui, il est important de se rappeler que c'est des conseils d'ordre général. Que ce soit la pilule, le stérilet, le moyen de contraception doit être individualisé au cas par cas. Donc, on doit s'asseoir avec son médecin et voir non pas quel est le meilleur moyen de contraception au monde, mais quel est le meilleur moyen de contraception pour le monde. Parce qu'en fonction de notre antécédent médical, en fonction de notre poids, quand même, en fonction de si nous fumons ou si nous ne fumons pas, on va, n'est-ce pas, arriver à déterminer quelle est la contraception qui pourrait être mieux suitable pour une telle personne. Maintenant, pour choisir son moyen de contraception, je pense qu'il est important de se poser la question, en fait, qu'est-ce que moi je veux, en fait, obtenir de la chose, en fait. C'est-à-dire, quels sont mes projets à long terme? Est-ce que c'est que je veux prévenir une grossesse pour les 2-3 prochaines années? Dans ce cas, on pourrait se diriger, par exemple, vers un moyen à long terme comme le stérilet dont on a parlé tout à l'heure, qu'on pose pour 3 ans, ou alors l'implant hormonal qu'on pose aussi pour 3 ans. Est-ce que, en fait, je veux juste un moyen de contraception à court terme? Dans ce cas, on ne se dirige pas vers le stérilet, peut-être vers la pilule, ou peut-être même vers le préservatif. Donc ça, c'est déjà une question qu'il faut se poser. Je pense qu'il faut aussi se connaître. Est-ce que je suis de nature, on dit je sais pas, oublieuse. Est-ce que je suis de nature oublieuse? C'est-à-dire,
se poser la question, est-ce que, ok, cette pilule, comment il faut la prendre? Il faut la prendre chaque jour, chaque matin, il faut s'en rappeler. Est-ce que je suis le genre de personne qui va avoir du mal, en fait, à me rappeler de la prendre chaque jour? Et dans ce cas, peut-être ce n'est pas exactement la meilleure chose pour moi. Donc, je pense que je ne donnerai pas une réponse d'emblée de jeu. Le meilleur moyen, c'est la pilule combinée. Je pense que le meilleur moyen, c'est le moyen qui te convient en fonction de tes attentes et qui est compatible avec ton antécédent médical et ta santé. Je ne sais pas si il y a d'autres questions par rapport à ça aussi, c'est assez explicatif. C'est assez clair, tu as répondu à la question justement de la meilleure pilule et aussi de quelles sont les questions à se poser quand on envisage une contraception. J'avais deux dernières questions. La première, c'est sur la pilule contraceptive, la pilule de contraception d'urgence. Et donc, ça me demande, est-elle un moyen de contraception? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors, la pilule de contraception d'urgence ou la pilule de lendemain n'est pas un moyen de contraception. Je m'explique. Donc, quand je dis que c'est de contraception, c'est pour dire que ce n'est pas un moyen à utiliser régulièrement. Ce n'est pas une bonne idée de se dire je vais l'utiliser à chaque fois que tu as un rapport sexuel. Parce que c'est très beaucoup de hormones. Elles sont plus élevées que la pilule qu'on prend au quotidien sur 21 jours ou la pilule à progestérone qu'on prend sur 28 jours. Elle est dans les cas d'urgence. Comment est-ce qu'elle fonctionne? La façon dont elle fonctionne va vraiment dépendre de là où elle se trouve dans son cycle menstruel. Mais elle fonctionne soit en prévenant ou en inhibant l'ovulation, soit en inhibant l'anidation. Ça veut dire que si tu as eu ton rapport sexuel, mais que tu n'avais pas, et que tu étais juste avant ta période d'ovulation, prendre cette pilule va envoyer une bonne dose d'hormones qui va, n'est-ce pas, inhiber une ovulation potentielle. Par contre, si tu prends cette pilule-là, quand tu as déjà ovulé, alors l'effet que ça aura, ça sera un effet d'empêcher la fécondation ou alors même d'empêcher l'annulation. L'implantation Et on a discuté dans le podcast précédent des enjeux de l'animation. Donc, s'il y a des personnes qui ne l'ont pas écouté et qui veulent en savoir plus, regardez, écoutez le podcast précédent. Et la dernière question, Vanessa, quels sont les problèmes liés à la ligature des trompes par adolescents? Ok. Je voulais justement ajouter cela. Je voulais dire à ceux qui nous écoutent. Depuis, on parle de contraception, mais on a oublié de mentionner cette méthode, qui est la méthode permanente, c'est-à-dire la ligature des trompes. J'ajoute qu'il y a la vasectomie. Je me rends compte qu'il y a des trucs sur lesquels on n'a pas touché qui concernent l'homme. Mais je vais m'attarder sur la ligature des trompes. Donc, c'est une méthode permanente, une méthode très efficace. C'est vraiment l'une des méthodes les plus efficaces de contraception. Mais il faut prendre le fait que c'est vraiment permanent. Il faut être sûr qu'on a complété sa pilule et qu'on ne veut plus d'enfants. Donc, généralement, c'est les femmes qui, peut-être, sont déjà arrivées à un certain âge, elles ont leurs enfants, elles estiment qu'elles n'en veulent plus et elles sont satisfaites, qui ont recours à cette méthode. Cette méthode peut être effectuée de différentes manières en fait. Donc ça peut être une chirurgie simple, laparoscopique. Alors là, je pense qu'on dit la même chose en français en fait. On dit la même chose en français, oui. Voilà, la laparoscopie. Qui consiste, n'est-ce pas, à juste ligaturer les trompes, c'est-à-dire à clipper en fait, à mettre un clip au niveau des trompes qui, voilà quoi, qui fait que l'ovule ne peut pas se mouvoir au dehors de la trompe. Et il y a aussi la méthode à base d'hystéoscopique. C'est
ça consiste, n'est-ce pas, à introduire une caméra dans l'appareil génital par voie basse. Elle peut se faire sur l'anesthésie locale ou générale et d'insérer des implants au niveau des trompes. Je précise que les principaux risques associés avec ces méthodes-là, c'est vraiment les risques liés à la procédure elle-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les risques liés à la procédure et toute procédure chirurgicale vient avec ces risques. Si c'est fait sur l'anesthésie générale, vous avez le risque de l'anesthésie générale en elle-même. Vous avez le risque si c'est fait par la laparoscopie, vous avez le risque par exemple de damage des structures adjacentes comme les intestins et tout ce qui sont autour. Mais c'est un risque très faible. Donc on parle de 1 sur 10, très faible. C'est une méthode appliquée à 99%. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'elle n'est pas efficace à 100%, c'est que si, malgré tout, il y a grossesse, alors il y a un risque que cette grossesse soit, bien entendu, extra-utérine, c'est-à-dire pas localisée dans l'utérus. D'accord. Et c'est dangereux, c'est une situation d'urgence. C'est une situation d'urgence. Et justement, là, tu as invoqué les autres types de contraception. Et je pense que la semaine dernière, j'ai lu et j'ai appris justement que la vasectomie n'était plus une procédure permanente comme la ligature des trompes, mais qu'elle était irréversible. Ce qui la rendait du coup intéressante de plus en plus jeune. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Alors, je ne suis pas exactement sûre parce que étant en gynéco, je ne deal pas généralement avec la vasectomie. Généralement, c'est que le patient, vous voyez, le neurologue ou le médecin de famille, il va vous donner tous les détails concernant la vasectomie. Mais, comme on sait, ça a généralement été advoqué comme une méthode irréversible. Comme une méthode permanente qui peut être réversible dans certains cas, mais la réversibilité n'est pas toujours garantie en fait. Donc généralement c'est que quand ils voient les hommes, en gros ils leur disent il faut vraiment être sûr, c'est pas une histoire de que tu sais bon le jour où je change la vie, je vais venir et puis on va inverser, je sais pas si c'est un mot, reverse. On va inverser le processus. Voilà, inverser le processus. Mais j'avoue que c'est un terrain qui n'est pas forcément le mien. Ok, on va s'arrêter là pour les questions. Nous sommes désolés pour les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Merci déjà beaucoup, Vanny, pour toutes les questions auxquelles tu as pu répondre. Nous continuons à dire aux auditeurs, auditrices, mettez vos questions en barre d'infos sur YouTube ou sur Facebook et on répondra, on essaiera de transmettre soit à Vanessa, soit à Nathalie pour plus d'informations. Vous pouvez aussi nous écrire par la boîte mail gmail.com.